Franchement, je vais tout vous dire, tout ce que j'ai fait en fait de A à Z pour, en 3 mois, arriver à du 7 000 € par mois de chiffre d'affaires en freelance. Si vous ne connaissez pas votre cible, si vous ne connaissez pas votre marché, comment vous pouvez attirer des personnes à vous si vous ne les connaissez pas? Moi en tout cas, ce mix des deux m'a permis d'avoir vraiment une bonne stabilité et de maximiser aussi mes revenus. Quand on travaille son bouche-à-oreille et son réseau, on est très souvent à 1 ou 2 messages d'une opportunité client. Si vous attendez une réponse dès que vous annoncez le prix, ça veut dire je suis pas à l'aise avec ce que je te présente, je suis pas à l'aise avec mes prix, est-ce que ça te va? Non, c'est votre prix, point. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans un Road to 100K en freelance numéro 7. J'aimerais bien le faire avec mes mains, mais c'est pas possible, j'ai le micro dans les mains. Comme vous pouvez le remarquer, si vous avez regardé le Life Letty numéro 4, nous sommes toujours dans le même décor, je suis toujours à Bangkok. Et donc, si vous voyez derrière moi une batterie, c'est normal. Et si vous voyez aussi un piano, c'est normal. Voilà, je vous le rappelle, je suis à Bangkok et puis je suis dans un building où il y a beaucoup de salles pour plein de choses, pour coworker, il y a même une salle de cinéma pour faire du sport, il y a des salles de streaming, bref. Et donc il y a une salle pour faire de la musique et c'est cette salle que j'ai choisie pour enregistrer mon podcast parce que la salle est bien insonorisée et puis il y a une vue de fou malade. J'aurais bien aimé la voir en fond parce que je trouve ça trop stylé, mais évidemment c'est contre-jour total, c'est-à-dire qu'on me voyait pas du tout. Donc j'ai dû faire un choix. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse dans ce type d'épisode, c'est tous les conseils que je peux vous donner pour vous lancer en freelance. Et dans cet épisode numéro 7, on va voir un truc très très important. C'est concrètement qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour maximiser votre acquisition client et surtout pour arriver le plus rapidement possible à gagner des sommes assez intéressantes. Et donc moi je vais clairement vous donner ce que j'ai fait pour, alors je crois que c'était 90 jours si je dis pas de bêtises, en 90 jours, donc en 3 mois, arriver à du 7 000 € par mois de chiffre d'affaires en freelance. Franchement je vais tout vous dire, tout ce que j'ai fait en fait de A à Z pour maximiser mon acquisition client et surtout aussi pour maximiser mes revenus. Parce que vous allez voir qu'il y a un sujet volume et aussi un sujet volume au niveau des revenus. Avant de passer à l'épisode, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de rejoindre ce podcast ou qui me regardent sur YouTube. Je m'appelle Nicolas Dorfman, je suis entrepreneur. Qui plus est entrepreneur nomade puisque je n'ai pas de domicile fixe. Donc actuellement j'ai un domicile qui est à Bangkok. Je suis dans un gros building assez incroyable. Si vous souhaitez voir un peu à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Je partage pas mal de choses en story. Donc j'ai une agence de publicité en ligne qui s'appelle Shape Ads avec laquelle on accompagne les e-commerce bien-être à se développer en ligne grâce aux publicités. Et puis j'ai un accompagnement pour les salariés qui souhaitent se lancer en freelance. Donc je les accompagne pendant 3-4 mois pour se lancer en freelance sur le domaine de la publicité en ligne. C'est mon expertise depuis maintenant presque 5 ans. Moi j'ai fait de l'agence avant. Ensuite donc j'ai monté mon agence. Évidemment, j'ai fait du freelancing entre-temps, pendant 3 ans, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs, donc la manière dont je me suis lancé. Et puis, j'ai ensuite lancé mon agence, et puis maintenant, j'ai lancé mon accompagnement pour pouvoir vous aider, et aider celles et ceux qui veulent se lancer en freelance, gagner en liberté, gagner de l'argent, et puis avoir de l'expertise sur un domaine précis dans le marketing digital. Est-ce que vous êtes chaud pour savoir comment on fait 7 000 € en 3 mois? Eh ben c'est parti, let's go! Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Objectif de l'épisode très simple, on va aller droit au but, je vous le dis, l'objectif c'est que vous ressortiez de cet épisode-là avec un maximum de valeur. Et surtout en sachant exactement ce que vous devez faire pour avoir vos clients, trouver vos clients, les signer et augmenter votre chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Donc c'est valable pour des gens qui veulent se lancer, comme des freelances qui sont en train de se lancer ou des freelances qui veulent scaler d'ailleurs. Qui veulent scaler leur activité. Première chose à faire avant de parler acquisition client, parce qu'évidemment vous devez certainement vous demander concrètement qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais dire, et surtout est-ce que ça concerne l'acquisition client, c'est-à-dire la prospection, etc. Alors oui et non, il n'y a pas que ça. Première chose, c'est la connaissance de votre marché qu'il faut avoir en tête. Donc c'est la connaissance de sa cible, et ça c'est la toute première chose à faire avant de vous lancer en freelance, ou même pendant que vous vous lancez en freelance. Parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas votre cible, si vous ne connaissez pas votre marché, comment vous pouvez parler et attirer des personnes à vous si vous ne les connaissez pas? C'est tout con, mais en fait c'est la première chose à faire. C'est comme si, mais je sais pas, un boulanger qui se trouve à Bangkok, voilà typiquement. Un boulanger à Bangkok c'est quand même moins courant qu'un boulanger en France. Là, le boulanger en France, il sait le pain, le croissant, le pain au chocolat, etc. Ici, peut-être qu'en fonction de la cible, il peut orienter ses pâtisseries, etc. Et ce qu'il fait d'une manière différente, parce qu'ici, on a plus d'internationaux, on a plus de Thaïlandais, et peut-être qu'ils aiment des choses différentes. Donc c'est pareil pour la restauration, c'est pareil pour plein de choses, pour la partie freelance, etc. Si par exemple, vous avez des compétences en créa, vous avez des compétences en marketing digital, en communication, des compétences en photographie, et bien avec ces compétences-là, concrètement, qui vous pouvez aider et comment vous pouvez les aider. Et il faut d'abord donc avoir une bonne connaissance de sa cible pour savoir quelle est sa problématique, quel est son besoin, et en fait, c'est quoi sa vie de tous les jours, quoi? Qu'est-ce que ressent cette personne tous les jours? C'est ça qu'il faut se demander. Donc, il y a 2 questions, c'est quelle problématique je peux résoudre, ça c'est le premier truc à avoir, et après, à quel besoin je peux répondre. C'est les 2 questions en fait les plus importantes, à mon sens, avant de pouvoir se lancer. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas en tête
moi quand je me suis lancé en freelance. Voilà, ça m'a pas bloqué plus que ça. Mais en fait, quand j'ai compris ce truc-là, c'est là où j'ai commencé à débloquer certains blocages en fait, et c'est là où j'ai commencé à gagner des sommes intéressantes justement pour aller jusqu'à ces 7 000 euros par mois au bout de 3 mois quoi. Donc ça, c'est hyper important. Plus vous connaissez votre cible, plus vous savez lui parler, et plus vous allez faire la différence face aux autres, même face à des freelances plus expérimentés et même des agences. Voilà, il faut savoir se mettre dans la peau de sa cible. C'est comme d'ailleurs, moi je vous le dis, pour moi, pour chez Prom, pour mon accompagnement, moi je me mets à la place de la personne qui veut se lancer en freelance. Alors je suis passé par là, donc ça me facilite la chose, mais j'essaie au maximum, parce que ça commence à faire, je dirais 4 ans, 3-4 ans, j'essaye toujours de rester au contact des personnes que j'accompagne, de se connaître de plus profondément possible leurs problématiques, leurs peurs, leurs doutes, pour savoir comment leur parler et savoir aussi comment je peux améliorer mon service. Et c'est pareil en freelance d'un point de vue B2B avec vos entreprises. Donc une fois que c'est fait, avant de passer sur la partie acquisition client, la deuxième chose à faire, c'est la partie offre. C'est-à-dire qu'il faut une offre, il faut transformer ses compétences en un service. Et ça découle en fait de la connaissance de sa cible, ça découle des questions qu'on s'est posées. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez aller faire des interviews, des discussions tout simplement avec votre cible. Si vous souhaitez cibler les responsables d'acquisition, les directeurs marketing, si vous souhaitez cibler des dirigeants de petites entreprises, des choses comme ça, allez les contacter, allez leur poser des questions, envoyez un questionnaire, demandez peut-être un rendez-vous en physique, allez déjeuner avec eux. Faites le tour aussi de votre réseau, parce que peut-être que dans votre entourage, proche ou un peu plus lointain, peut-être qu'il y a des personnes qui représentent votre cible. Donc n'hésitez pas à aller les chercher et discuter avec eux parce que c'est le meilleur moyen de bien connaître sa cible. Deuxième chose du coup, c'est la partie offre. Donc l'offre c'est quoi? C'est le positionnement, c'est comment je transforme donc mes compétences en un service, et c'est aussi comment je ramène de la clarté à mon offre. C'est les 3 choses les plus importantes à mon sens. Donc la première chose, c'est le positionnement. C'est concrètement, je me lance dans le marketing digital et je me lance en tant que freelance dans le marketing digital. Mais ça, c'est trop large. Il faut se positionner sur un marché, il faut se positionner sur une demande. Le marketing digital, c'est super large. Il y a tout. Il y a du SEO, il y a de la publicité en ligne, de la créa, il y a du social media, du community management, il y a beaucoup de choses. Donc comment est-ce que je me positionne? Quelle spécialité je vais choisir? C'est ça en fait, c'est se spécialiser. Et donc dès que vous choisissez une spécialité, typiquement, on peut prendre les publicités en ligne par exemple, et ok, avec les publicités en ligne, qui je peux accompagner? L'idée c'est d'être spécialisé quand même donc, sur un domaine, et aussi dans ce domaine-là, essayer un petit peu de se positionner pour se démarquer face à la concurrence. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de freelances qui font tout, qui font de la communication, qui font du marketing digital, ou même qui font de la publicité en ligne, mais qui sont un petit peu larges. Et donc l'idée c'est d'aller sélectionner un marché plus niché, plus petit, mais qui aura de la qualité, c'est-à-dire que les prospects que vous allez contacter seront qualifiés. Et en fait, c'est intéressant d'aller sur des marchés plus petits, parce qu'en fait, la fausse croyance, c'est de se dire, je vais pas trouver de clients, il y aura pas assez de clients, etc. C'est faux. Très souvent, il y a des petits marchés qui sont en fait très florissants. Il peut y avoir pas mal de demandes et surtout il y a moins de concurrence côté freelance parce qu'en fait il y a pas mal de freelance qui font tout et n'importe quoi ou alors qui sont assez diversifiés. Et moi au début quand je me suis lancé je faisais du Google et du Meta, j'étais pas spécialisé sur un domaine et donc il y a des freelances qui me passaient devant parce qu'ils étaient spécialisés sur sur des domaines comme pour des écoles, ils étaient spécialisés sur du e-commerce, des choses comme ça. Et quand vous êtes spécialisé sur un domaine, ça rassure en fait la personne qui est en face de vous. C'est pour ça que c'est très important de se spécialiser. Au-delà de l'aspect réassurance et le positionnement pour se démarquer, en fait vous allez émerger plus facilement sur ce marché-là. Parce que vous allez connaître plus rapidement les tenants et les aboutissants de ce secteur, vous allez connaître les différentes problématiques de ce secteur, vous allez savoir parler aussi à votre cible. Si vous spécialisez sur les spas, par exemple, vous accompagnez des spas, et si vous accompagnez rien que 1 ou 2 spas sur Facebook et sur Google Ads, par exemple, si vous faites de la publicité ou ailleurs, community manager, je ne sais quoi, en fait, vous allez connaître les problématiques, vous allez connaître les formats qui marchent sur les réseaux sociaux, vous allez connaître les besoins de votre cible, vous allez connaître aussi les différents soins, les différents services que eux proposent, et donc en fait, ça vous donne un avantage concurrentiel face aux autres freelances. Et qui plus est, il peut y avoir du bouche-oreille. Moi, ça m'est arrivé. Je travaillais avec un salon de médecine esthétique et en fait, il y a un jour un autre salon de médecine esthétique qui m'a contacté. Moi, je les connaissais pas du tout, je les avais pas démarchés et en fait, ils m'ont contacté parce que dans ce milieu-là, apparemment, ça s'est su que je travaillais avec cette entreprise-là et donc une entreprise concurrente m'a appelé et on a bossé ensemble. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se positionner et donc de se spécialiser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous ai parlé de la clarté. Donc il faut une offre qui soit claire. C'est-à-dire que vous répondez à un besoin précis ou une problématique précise. Vous ne faites pas de tout parce qu'en fait, ça va créer du brouillard en fait sur votre offre. Votre client, surtout en freelance, il recherche techniquement de la spécialité et donc il veut de la clarté. Est-ce que vous faites de la publicité en ligne? Si oui, sur quel domaine et comment? Si vous faites du marketing digital, vous faites un petit peu de tout et ça va créer du brouillard. Je fais de la créa et puis en même temps je fais de la pub et puis je fais un peu du SEO et puis je fais de la communication et puis en même temps je suis chef de projet. C'est trop. Ça crée du brouillard tout simplement. Donc ça passe par votre offre, la clarté, et ça passe aussi par votre discours. Plus c'est clair pour vous, plus la connaissance de votre cible est là et plus vous avez un positionnement qui est clair, plus votre discours sera clair également. En fait, ce qui va découler de tout ce que vous avez fait en amont va se retranscrire dans vos mots et dans vos phrases et dans ce que vous mettez en avant sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez vous mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très important parce qu'au moins le client il réfléchit pas, il dit ok, lui il est spécialisé sur Google Ads, ok, lui il est spécialisé en créa pour les e-commerce, je ne sais quoi, ok, c'est clair, ça me convient
directement, hop, on avance. Et d'ailleurs, être spécialisé, ce qui amène cette clarté-là, vous permettra de chiffrer plus rapidement, d'augmenter vos prix plus rapidement. Parce que vous allez émerger plus rapidement, vous allez avoir des connaissances dans le secteur qui sont plus accrues, plus profondes que d'autres. Et puis, si vous travaillez avec 2-3 entreprises du même secteur, vous pouvez augmenter les prix parce que vous commencez à avoir de plus en plus de clients. Et puis, votre savoir-faire aussi devient plus précis et donc plus prisé. Typiquement, si je reprends l'exemple de la personne, là, de l'entreprise qui est venue me démarcher avec le salon de médecine esthétique, eh ben, je l'ai pas fait, mais je pouvais facturer plus cher. Parce qu'en fait, avec leur première entreprise, enfin le concurrent, la première entreprise que j'ai accompagnée, eh ben, ça a super bien marché. J'ai géré pendant plusieurs mois leur publicité sur Facebook et sur Google et sur TikTok. Donc, je connaissais les formats qui fonctionnaient, les copywriting, donc les textes qui fonctionnaient en publicité, les ciblages et les mots-clés qui fonctionnaient bien sur Google et sur Facebook et Instagram. Bref, j'avais une très très bonne connaissance de tout ça, une bonne connaissance aussi de comment ça doit se passer ensuite sur le site internet. Une fois que la personne clique sur la pub, concrètement, qu'est-ce qui se passe par la suite? Je connaissais tout. Et donc, j'aurais pu dire à l'entreprise, ok, bah du coup, c'est temps. Parce qu'en fait, j'ai un savoir qui était tellement profond sur ce domaine qu'en fait, tu peux augmenter tes prix rapidement. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc, le positionnement, la spécialité, la clarté. Est-ce que je vous ai dit un autre truc ou pas? Ah oui, je vous ai dit donc transformer vos compétences en service. Donc ça, on en avait déjà parlé dans un autre épisode, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en fait, il faut savoir aussi construire un service, construire une offre. Pour résumer ce que j'avais déjà mentionné dans un autre épisode, en fait, il y a 4 variables à connaître. La première, c'est comment tu maximises les chances de succès. Concrètement, toi avec ton service, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour maximiser les chances de succès? La deuxième variable à maximiser également, c'est le résultat obtenu, le résultat à obtenir. En fait, comment tu maximises, comment toi, en tant que freelance et avec ton service, tu peux promettre un résultat à ton client. Alors attention à ne pas promettre tout et n'importe quoi parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais comment, avec ton service, tu peux dire à ton client, bah on va tout faire pour aller chercher vos objectifs. Et en fait, grâce à ça, on est quasiment certain d'obtenir vos objectifs. Attention, quasiment certain. Et c'est là aussi où la spécialité rentre en compte. C'est-à-dire que si vous avez déjà ce qu'on appelle un track record of success, si vous avez déjà en fait des entreprises du même secteur que vous avez accompagnées et qui plus est avec des réussites, vous avez des chiffres, vous avez des réussites. Et donc vous pouvez dire à votre client, bah voilà, moi j'ai accompagné tel concurrent qui sont dans votre secteur, ou alors des concurrents indirects qui sont dans votre secteur, et on a eu tel chiffre et tel chiffre grâce à cette méthode. Et en fait, le prospect, quand il voit ça, il est en mode, ah bah c'est parfait, c'est pour moi. Et donc tout ça va venir mettre de l'eau à votre moulin et renforcer votre positionnement, votre clarté et votre service. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, toujours sur la partie offre. Donc on a positionnement, clarté de l'offre, transformer ses compétences en un service. Donc positionnement, rappelez-vous, c'est aussi la partie spécialisation. Ensuite, il y a la partie facturation. Ok, j'ai un service qui fonctionne. Comment je facture en fait pour pouvoir avancer le plus rapidement possible et gagner de l'argent en fait le plus rapidement possible. Ce que je vous conseille fortement sur cette partie facturation, c'est de sortir du TJM le plus rapidement possible. Donc TJM, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est taux journalier moyen. En fait, vous vendez du temps. En freelance, tu vends du temps, concrètement. Le truc, c'est qu'il faut sortir de ce mindset, il faut sortir de cette image-là. Parce qu'en fait, si vous vendez en TJM, vous vendez seulement du temps vis-à-vis du client. C'est-à-dire que le client, lui, il voit ça en fait. Si vous lui dites, bon, ok, très bien, moi, ça va me prendre 2 jours par mois, donc je te vends 2 jours par mois. Mais en freelance, vous ne vendez pas seulement du temps. Vous vendez une expertise. Vous vendez du jus de cerveau. Vous vendez votre personne aussi. Ce n'est pas que du temps. Et ça, il faut l'avoir en tête. Et donc le TJM, malheureusement, ça traduit un peu cette visibilité-là, en fait. Ça traduit ce sentiment, en fait. C'est que vous vendez du temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de sortir du TJM et de vendre des packages. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai fait en publicité en ligne, au lieu de vendre en TJM, je vendais un devis que j'ai appelé de frais de setup, un devis de paramétrage des campagnes, de création des campagnes, des audiences, des mots-clés, bref, sur les plateformes, tout ce qui concernait les paramétrages. Ça, c'était pour valider le début de la mission. Et ensuite, je vendais un package un forfait en fait, de gestion de campagne, optimisation, des calls réguliers, des conseils sur les créas, etc., etc. Je vendais un package en fait, un forfait. C'est comme, je sais pas moi, si vous achetez une box free par exemple, si je dis pas de bêtises, normalement il y a le coût de la box, plus normalement le coût de l'installation, et après vous avez votre abonnement internet. Et c'est pareil, en tout cas en publicité en ligne, c'est-à-dire que voilà, il y a un devis de frais de setup, un devis de paramétrage, plus un forfait qui s'ensuit. Essayez de packager de la sorte. Si après on peut essayer de prendre un autre exemple, qui est plus compliqué d'ailleurs d'un point de vue créa, parce que souvent d'un point de vue créa, pour faire des visuels, c'est toujours du one shot. Donc, il peut y avoir un package de, 10 créas par exemple, 10 créas statiques, ou 10 créas vidéo. Donc déjà, tu vends un package, tu ne vends pas du temps. Avec ça, tu peux potentiellement vendre une stratégie créative, par exemple. Et derrière, si tu veux essayer quand même de créer du recurring, parce que c'est ça le problème de la partie créa quand tu es en freelance, c'est que c'est que du one-shot. Donc l'idée, ce serait potentiellement de faire de la créa pour la publicité ou pour un besoin assez précis. Donc on en revient à un côté spécialisation, pour créer en fait un abonnement derrière. C'est ok, tous les mois, je passe tant de temps à analyser les créas pour vous donner les meilleurs insights et pour pouvoir aussi peut-être tous les 2 mois, 3 mois, renouveler
votre package créa. On pourrait l'adapter en fonction des résultats, en fonction de ce qu'on observe. Ça peut être une possibilité. Donc ça, c'est la partie facturation. Je vous conseille de faire comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, si par exemple vous faites du SEO, vous faites de la publicité en ligne, de la prospection, c'est de pouvoir faire un fixe, facturation fixe. Donc là, comme je viens de le dire, un package avec un pourcentage pris sur la performance. Donc un pourcentage soit sur le chiffre d'affaires généré, soit sur ce que vous dépensez. Donc le budget qui est dépensé pour la publicité, par exemple. Parce que ça ramène une image assez pertinente, je trouve, aux yeux du prospect et du client. C'est-à-dire que vous vous dites au client, ok, moi j'ai un fixe qui est en dessous de la moyenne comparé au marché. Par contre, moi je vais aller chercher de la performance. Moi je vais tout faire pour que ça réussisse. Donc ça envoie un bon message au prospect. Et donc là, vous sortez complètement de la partie TJM. Vous êtes vraiment sur, ok, package, je vends des compétences, je vends aussi du temps évidemment, et je vends une expertise. Et je vends de la performance. Ensuite, sur la partie offre, donc pour terminer sur la partie offre, il y a une dernière chose que vous devez savoir et que j'ai mis en place, et que moi, franchement, je pense que c'est le point, non, on va dire l'un des points, dans le top 3 des points que j'ai amélioré donc, quand je me suis lancé en freelance, qui m'a permis d'avancer super vite et de gagner pas mal d'argent. Ce dernier point, c'est de mettre de la clarté sur votre cible. Vous vous dites peut-être, mais on a déjà parlé des cibles au début, je comprends pas, machin. En fait, en freelance, tu as 2 cibles. Tu as les annonceurs, donc les marques qui font, je sais pas, des e-commerce, ça peut être Nike, Zara et j'en passe. Et ensuite, vous avez les agences. Et en fait, en freelance, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du 50-50. C'est-à-dire 50% de votre portefeuille client, c'est des annonceurs. Donc si vous voulez, je sais pas, 6 clients par exemple, et ben vous essayez de prendre 3 annonceurs, 3 marques, et ensuite 3 agences. Pourquoi ? Parce que avec les annonceurs, tu peux chiffrer plus. Tu peux mettre un TJM plus élevé, tu peux facturer tes packages plus élevés, d'un point de vue plus fort, pardon, parce que t'as pas d'intermédiaire. Et avec l'agence, ce qui est intéressant, c'est que même si tu marges moins, tu factures moins, au moins tu as une certaine stabilité. Et en plus de ça, tu peux travailler avec des clients qui sont peut-être plus intéressants, parce que les agences travaillent généralement avec des clients qui sont un peu plus importants. Ça va dépendre de la taille de l'agence, évidemment, mais c'est souvent un peu le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que l'agence te ramène de la stabilité, parce que souvent ils cherchent des freelances pour travailler avec eux peut-être 1, 2 jours, 3 jours par semaine, sur certains clients, sur certaines tâches, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant, et donc ça te crée, je trouve, une sorte de package de revenus par mois qui est non négligeable. Et puis si tu cibles des entreprises, donc des agences qui sont, allez, je dirais plus de 30-40 personnes, voire plus, tu peux avoir une stabilité qui est vraiment hyper intéressante. En plus de bosser sur peut-être des plus gros clients, ou même avec d'autres équipes, avec des équipes complémentaires à ton expertise. Et en plus de ça, tu peux apprendre aussi de l'agence, de ce qu'ils font, de leur process, comment ils facturent et tout. Moi en tout cas, ce mix des deux m'a permis d'avoir vraiment une bonne stabilité et de maximiser aussi mes revenus. Petite anecdote. Sur ce point de vue-là, donc annonceur, agence, j'ai travaillé avec combien d'agences moi, 3-4 agences, je crois, un truc comme ça. La première, c'était assez compliqué, je crois que je l'ai déjà raconté dans un autre épisode d'ailleurs. C'était assez compliqué, mais c'est celle qui m'a le plus rémunéré. Et j'étais à 400, je crois, ou 450 euros de TJM. J'ai facturé TJM à ce moment-là, je me suis lancé. Et je travaillais pour eux 4 jours par semaine quand même. Ce que je ne vous recommande pas. Moi, je vous recommande de faire du 50-50. Mais par contre, j'étais gracieusement payé, et vous faites 400 fois 4, enfin fois 4 pour la semaine, et vous multipliez le tout par 4 pour faire le mois en entier. Je vous laisse faire le calcul. C'est quand même plutôt intéressant. Et donc, c'est comme ça qu'au début, j'ai pu maximiser mes revenus assez rapidement. Même si je vous recommande pas, parce que nous, on a travaillé ensemble pendant 3 mois, c'était assez compliqué, c'est une grosse agence, je l'ai pas super bien vécu. Néanmoins, j'ai appris énormément de choses. Et puis, ça m'a permis de me dire, ok, en fait, il faut pas que je travaille plus de 2-3 jours max par semaine pour une agence, parce qu'en fait, mes annonceurs, moi, je les gère en direct, c'est plus simple, je gagne plus d'argent, et puis je suis moins pressurisé, quoi. Voilà. Mais par contre, vraiment très très cool de commencer par ça. Ensuite, j'ai travaillé avec une autre agence où, pour le coup, là, j'ai trouvé du 3 jours par semaine. Et c'était très drôle parce qu'en fait, c'était donc l'un des fondateurs, en l'occurrence une fondatrice, qui m'a contacté. On était déjà en contact, on avait déjà travaillé ensemble sur quelques clients, et qui m'a dit, en fait, son responsable du pôle acquisition, donc le responsable du pôle média, du pôle publicité en ligne, il va partir dans pas longtemps, et voilà, moi je te connais, on a déjà bossé ensemble, je te fais confiance. Est-ce que tu pourrais le remplacer pendant un certain temps, à hauteur de peut-être 3-4 jours par semaine ou plus ? Et donc évidemment j'ai accepté sur 3 jours par semaine parce que sinon c'était trop. Et puis j'étais sur les mêmes prix, je crois à 400 euros de TJM, un truc comme ça. Ça se passait super bien. C'est parti un peu en cacahuète cette histoire parce que je gérais tout seul en fait le pôle publicité en ligne. On était en freelance à 3 jours par semaine et je manageais un alternant. Ouais, vous avez bien entendu. En freelance, j'étais quasiment en fait dans l'agence quoi, c'était lunaire. C'était un peu spécial, je vous conseille pas de travailler avec des agences comme ça parce que ça prouve que d'un point de vue structurel, c'est un peu le bordel. T'es pas censé être responsable du pôle publicité en ligne dans une agence en tant que freelance, c'est pas normal, à 3 jours par semaine, avec des gros clients d'ailleurs, plus tu manages un alternant. What the fuck, on est où là? Et donc je travaille avec surtout un gros client. Et puis j'avais des rendez-vous avec les régies. Donc j'avais des rendez-vous chez Meta, chez Google, chez Pinterest et tout. C'était un délire quoi. C'était assez lunaire. Mais du coup j'ai appris énormément de choses. Et grâce à ça,
Pareil, une grosse stabilité, ça a duré plusieurs mois, presque un an je crois, ça a duré 8 ou 10 mois, un truc comme ça. Et puis bah vous faites le calcul, 400 ou 450, quelque chose comme ça, de TJM à 3 jours par semaine, vous le multipliez par 4, c'est une putain de stabilité quoi. Donc j'ai pu mettre de côté et j'ai pu investir. Donc voilà, et je vous conseille d'essayer de faire de la sorte. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait et ce qui m'a permis de me lancer assez rapidement. Et d'ailleurs je vous raconterai un peu à la fin là, comment ça s'est passé concrètement pour qu'en 90 jours en fait je puisse arriver à 7 000 € par mois de chiffre d'affaires avec ce que je viens de vous dire. Ça c'est sur la partie offre. On a passé les petites anecdotes agence. Passons aux choses sérieuses les potes. Le système d'acquisition que j'ai mis en place pour faire ce fameux 7 000 € par mois après 90 jours. Première chose à faire, mais vraiment la toute première chose, c'est votre vitrine. Avant de parler prospection et aller chercher les clients, soignez votre vitrine. Votre vitrine, c'est quoi ? C'est votre compte Malte, votre compte LinkedIn et d'autres choses. Voilà, si vous le souhaitez. Moi, c'était LinkedIn et Malte, ni plus ni moins. Maintenant, si vous avez un site internet ou si vous apparaissez ailleurs, essayez de soigner votre vitrine parce que c'est votre carte de visite en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est photo professionnelle sur LinkedIn avec une couleur sympa, avec une tête sympa, souriante. Voilà, essayez de faire professionnel. Travaillez aussi sur votre bannière LinkedIn. Voilà, mettez un petit message, un petit truc. Si vous avez des références, mettez-les. Et puis sur Malte, pareil. Pareil, c'est photo professionnelle, avec une description bien faite, avec un titre qui est clair, bref, avec votre profil bien complet, vos expériences, vos certifications, essayez de maximiser aussi les recommandations. Je vais vous donner quelques conseils pour Malte. Mais déjà, donc, soignez votre profil LinkedIn. Si vous souhaitez poster sur LinkedIn, ce sera mieux. Alors attention, on a l'impression qu'on peut trouver des clients facilement sur LinkedIn seulement en postant, mais déjà, quand vous postez, ça consolide surtout votre vitrine et votre crédibilité, plus que votre acquisition client. Votre acquisition client sur LinkedIn, si vous souhaitez, et on va en parler d'ailleurs, la renforcer, il y a la partie post sur LinkedIn, et puis après il y a la partie aussi prospection en fait. Parce que les deux vont se nourrir et ça marche plutôt bien. Enfin, ça marche plutôt bien. Attention, il faut mettre un peu d'énergie, de la volonté, il faut y mettre du temps aussi. Ça marche pas comme ça en claquant des doigts. Mais en tout cas, c'est des trucs qui fonctionnent bien, et de toute façon je vais vous le détailler parce que c'est ce que j'ai mis en place. Malte, quelques conseils, parce que franchement c'est important d'être sur cette plateforme-là. Il faut soigner votre profil, et il faut aussi savoir jouer avec l'algorithme. Parce qu'évidemment, vous faites face à un algorithme. C'est comme sur Google où, avec le SEO, quand tu fais tes recherches, tu as un algorithme qui va classer les résultats de recherche sur Google. Et c'est pareil pour Malte. Donc première chose, je vous l'ai dit, photo de profil professionnel et un titre qui correspond à votre spécialisation, enfin votre secteur quoi. Donc si vous êtes expert sur Facebook Ads, vous mettez expert Facebook Ads. Ou Media Buyer, ou Traffic Manager Facebook Ads par exemple. Pareil, si vous faites du Google Ads, mettez-le. Si vous faites de la créa pour de la publicité en ligne, mettez-le d'un point de vue clair dans votre titre. Parce que le titre aura une énorme influence sur votre référencement. Donc mettez vraiment le cœur de votre métier. Et c'est pour ça que si vous êtes trop large, si vous faites du marketing digital, de la communication, en fait votre titre il sera pas attirant. Vous allez mettre, je sais pas moi, expert en communication, expert en marketing digital, et en fait dedans vous faites plein de trucs, et donc dans votre description vous mettez peut-être, je sais pas, vous faites de la publicité, du SEO, de la créa, et en fait l'algorithme lui il aura du mal à comprendre dans quelle case vous vous situez. Déjà d'un point de vue client c'est pas très rassurant, et surtout sur Malte en fait d'un point de vue algorithme, comme vous faites un peu de tout, vous êtes référencé un petit peu dans chaque case, et donc vous n'allez pas maximiser vos chances quelque part, maximiser votre visibilité quelque part. Donc c'est pour ça, consolidez votre vitrine de ce point de vue-là avec une spécialisation. Ensuite, la description, le conseil que je peux vous donner, c'est faites comme un entonnoir en fait. Si vous avez des éléments différenciants, mettez-le dès le début. Si vous faites, de la formation, si vous avez déjà des notes, si vous avez déjà des missions, si vous avez des références clients, bref, mettez-le dès le début. Alors ne soyez pas non plus trop... mettez-en 3, voire 4, pas plus. Et comme ça fait élément de réassurance. C'est ah ok le mec il a tant de missions, il est bien noté. Ah ok le mec il fait de la formation. Ah ok le gars il a ça comme référence. Bref, si vous n'avez rien du tout, annoncez votre spécialisation. Par exemple, moi dans mon accompagnement, j'ai quelqu'un qui accompagne les entreprises B2B sur Google Ads. Il l'annonce très clairement, avec une proposition de valeur assez claire, et au moins, c'est super clair je trouve. Et ensuite après, faites comme un entonnoir. C'est-à-dire que vous commencez à parler par exemple des problématiques du client, vous parlez de vos services, pour ensuite, à la fin, mettre ce qu'on appelle des call to action, par exemple, pour la prise de rendez-vous, ou encore plus pour des choses un peu plus précises, sur quel levier vous intervenez, quel type de créa vous faites, ou des choses comme ça. Donc en fait, en haut de votre entonnoir, c'est les éléments de réassurance, c'est votre proposition de valeur, c'est concrètement comment vous répondez à la problématique et aux besoins du client, et ensuite, vous rentrez un peu plus dans le détail, dans ce que vous faites, dans vos services, dans les process peut-être, et dans pas mal de choses comme ça. Autre chose aussi pour Malte, essayez d'être actif le plus possible. Moi, ce que je faisais, par exemple, c'est qu'en fait, Malte, j'ouvrais l'onglet... en fait, il était tout le temps ouvert. J'avais tout le temps mon Malte ouvert avec mon onglet qui était ouvert.
Et puis je regardais, j'allais un peu dessus, je regardais un peu les chiffres, les statistiques, les termes de recherche qui étaient le plus tapés. Des fois, je retravaillais un petit peu ma description, je rajoutais des choses dans mon portfolio, parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais sur votre profil Malte, mettez un portfolio. Même si vous faites pas de la créa, faites des slides avec, vous détaillez vos services, si vous avez des références clients, mettez-les. Bref, si vous avez aussi, je sais pas moi, des offres packagées, mettez-les. Mais en tout cas, si vous avez un profil bien complet, ça va vous aider pour le référencement. Donc faites-le. Et évidemment, comme je vous le disais, essayez d'être le plus actif possible. Donc je crois que vous devez renouveler en fait votre présence tous les jours ou toutes les semaines pour montrer à Malte que vous êtes présent. Et si vous modifiez un peu votre profil, en fait, vous montrez que vous êtes actif. Et donc le système lui va le remarquer et va plus vous pousser, en tout cas plus que les autres. Parce que le système il favorise les gens qui facturent sur Malte, les gens qui ramènent les clients sur Malte aussi, et puis aussi les personnes qui sont actives, évidemment. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que les nouveaux qui arrivent sur Malte sont poussés pendant un certain temps tout en haut. Donc ça, il faut pas sous-estimer parce que Malte peut être un très bon catalyseur, hein. Ensuite, d'un point de vue vitrine, donc là je vous ai parlé de LinkedIn et de Malte. Ce qui m'a beaucoup aidé moi au début, c'est ce qu'on appelle un pitch deck. C'est concrètement des slides où en fait je détaillais mes services, j'avais une petite slide aussi où je me présentais, voilà, je détaillais mes process, etc. Et donc à chaque fois que je contactais des clients, ou à chaque fois que des clients me contactaient, bah, j'avais le réflexe d'envoyer ce fameux pitch deck. Donc c'est des slides, tout simplement, où je pitchais mon offre en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un pitch deck. Pitch mon offre et mes services, tout simplement. Et ça donne de la crédibilité. Parce qu'il y a pas mal de freelances qui ne le font pas. Il y a des agences aussi qui ne le font pas. Et ça donne de la crédibilité. Et le prospect ne va pas tout lire ou tout regarder, mais il va regarder en diagonale. Et ça donne quand même du contenu à votre prospect pour le rassurer et pour donner envie aussi d'aller plus loin. Ensuite, donc ça c'est sur la partie vitrine. Deuxième chose à consolider pour votre acquisition client, c'est le réseau, le bouche à oreille. C'est le truc à faire dès le début, vraiment, partout. Votre cercle proche, donc vos proches, votre famille, vos amis, et vos cercles un peu plus lointains. Des anciens collègues, des collègues actuels peut-être, des gens que vous connaissez sur LinkedIn, des gens que vous connaissez sur Instagram ou je ne sais quoi. N'hésitez pas vraiment à contacter toutes les personnes possibles. Parce qu'en fait, on sous-estime à chaque fois notre réseau. On le sous-estime de fou. Et en fait, souvent, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on travaille son bouche-à-oreille et son réseau, on est très souvent à 1 ou 2 messages d'une opportunité client, ou 1 ou 2 rendez-vous, tu vois. Parce que moi, ça m'est arrivé de prendre des déjeuners, des verres, et en fait, c'est très important. Moi, je l'ai pas d'ailleurs assez fait dès le début. Et donc pour ça, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un petit CRM. Donc vous prenez un Excel ou un Google Sheet, peu importe, et vous notez en fait toutes les personnes intéressantes à vos yeux, et vous mettez 2 types de notes. La première, alors ça je l'ai pas fait dès le début, mais du coup en fait c'est ce que j'enseigne maintenant dans mon accompagnement, et je trouve que ça aide énormément pour classifier les personnes et pour mettre de la priorité sur le type de contact. Donc vous mettez 2 notes. La première c'est le pouvoir de cette personne-là. Donc le pouvoir c'est quoi? C'est son réseau en fait, et aussi sa position dans une entreprise. Donc typiquement, si vous connaissez un stagiaire, bon bah il y aura pas beaucoup de pouvoir. Par contre si vous connaissez quelqu'un qui a de l'ancienneté dans une entreprise, ou qui est directeur marketing ou je ne sais quoi, là c'est intéressant. Donc là vous mettez une note sur 10, qui est plutôt élevée, donc 6, 7, 8, 9 sur 10. Plus la note est élevée, plus c'est une personne intéressante à vos yeux. Donc ça c'est la première variable, c'est le pouvoir. Ensuite, deuxième variable, c'est la proximité. Donc à quel point vous êtes proche de la personne. Si je reprends l'exemple de la personne qui a de l'ancienneté dans cette entreprise, cette personne-là est dans le marketing digital et donc je sais pas, elle est directrice marketing par exemple. Si en plus de ça, bah, c'est quelqu'un, je sais pas, c'est une amie, un ami ou je sais pas, un oncle, c'est votre père, j'en sais rien, peu importe. Et bah là la proximité évidemment elle est élevée. Pareil, vous mettez une note sur 10. Et si les 2 notes sont très élevées, et bah c'est vraiment la première personne à les contacter. Et donc essayez de classer comme ça les gens le plus possible. Et allez contacter les gens avec qui vous êtes le plus proche possible, en tout cas pour vous lancer, et qui peuvent avoir le plus de pouvoir possible. On arrive sur la partie prospection, parce que donc du coup on a parlé de l'offre dans un premier temps. Ensuite, donc la partie, je dirais, système d'acquisition avec la vitrine qu'il faut soigner. Ensuite, donc là, réseau et bouche à oreille. Et après, ce qu'il faut faire, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a pas mal aidé, c'est de la prospection. Alors moi ce que j'ai mis en place, parce qu'il y a plein de types de prospection, prospection téléphonique, prospection sur LinkedIn, par mail, etc. Moi ce que j'ai fait, c'est de la vidéoloom, c'est-à-dire qu'en fait j'allais voir les sites internet de mes prospects, j'allais voir aussi leur publicité en ligne. Donc en fait il y a des bibliothèques où on peut voir les publicités, une bibliothèque Meta pour Facebook et Instagram, bibliothèque Google Ads aussi pour aller voir les pubs. Et donc ce que je faisais, c'est que j'allais voir leur site internet et je leur faisais des recommandations en vidéoloom. J'allais voir leur publicité en ligne et je leur faisais des recommandations. Je leur dis bah là ça va pas pour telle raison. Je leur donnais de la valeur en fait. Et ensuite j'envoyais ça, donc soit je scrapais des mails, donc j'avais les adresses mail et j'envoyais ça par mail, soit j'envoyais ça sur LinkedIn. Donc j'allais voir le directeur marketing ou le responsable d'acquisition, ou voire même le fondateur si l'entreprise était petite, de l'entreprise en question.
Et puis j'allais envoyer mes vidéos Loom. Et j'envoyais un message du style, voilà, je suis allé voir votre site internet, il y a un problème dessus, je suis allé voir vos publicités en ligne, il y a un problème, ou je ne sais quoi, voilà, le lien de la vidéo Loom. Loom, c'est un outil pour prendre les vidéos, pour capturer votre écran et pour vous prendre aussi avec votre tête. Et puis après, je mettais un lien de réservation, donc je dis voilà, si ça vous intéresse, on peut en discuter plus librement et plus longuement, un petit rendez-vous, ça n'engage en rien, il n'y a pas de piège, pas de vente, voilà, c'est juste histoire d'en discuter. Et puis après, je l'amenais en premier rendez-vous. Donc je faisais ça, et je faisais aussi ce qu'on appelle du setting. Du setting, c'est en fait, tu engages les discussions. C'est-à-dire que j'allais sur alors là, pour le coup, c'est LinkedIn. Parce que par mail, tu vas pas engager des discussions. Par contre, tu peux le faire aussi un peu sur Instagram. Par contre, Instagram, attention, si vous contactez des entreprises, vous pouvez tomber sur un community manager ou sur un freelance qui gère les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que moi, je préférais LinkedIn pour le coup. Et donc, j'ajoutais les personnes, je faisais me connecter. Et dès qu'en gros, ça ajoutait, bah, j'engageais la discussion. C'était hello, j'apprécie le follow ou j'apprécie l'ajout. Je suis curieux de savoir ce que vous faites exactement avec votre produit ou votre entreprise. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Voilà, j'engageais la discussion comme ça. Pour ensuite aller dénicher en gros la problématique. Donc il y avait la discussion, je m'intéressais un peu au produit, à la personne, au service, peu importe. Et ensuite je leur disais un truc du style, j'essaie de choper la problématique. Donc par exemple, je pouvais dire un truc du style, en fait les entreprises dans votre secteur, souvent elles rencontrent 3 types de problématiques, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une des 3 problématiques? Voilà, c'était un message que j'envoyais par moment, ou sinon c'était dans le flow de la discussion. En fait, je leur demandais, ok, et comment ça se passe au niveau client? Est-ce que vous arrivez à avoir assez de clients, assez de ventes, etc. Oui, non, nanana. Voilà, et puis si la personne me disait non, bah, j'avais la problématique en face de moi. Et donc, dès que j'avais ça, j'essayais d'envoyer de la valeur. C'est-à-dire que une fois que j'avais identifié la problématique, c'est ok, il m'a dit qu'il n'avait pas assez de ventes, et ben je vais essayer de trouver pourquoi. Et donc j'allais sur le site internet, ou sur les publicités en ligne, comme je vous l'ai dit, sur la partie librairie, et puis là je faisais une vidéo. Ou alors des fois je faisais un petit des slides, où j'envoyais ça par message, mais la plupart du temps c'était vidéo Loom, et je leur disais, bah voilà, en gros, d'après ce que je remarque, il y a ça, 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 et ça peut être la cause de votre problème d'un point de vue vente, d'un point de vue acquisition client. Et donc souvent ça marchait plutôt bien, et puis après on redirigeait en call, donc en premier appel, pour ensuite passer donc à la suite. Donc ça c'était la partie prospection. Donc moi vous voyez, j'ai pas fait de prospection téléphonique, alors ça peut être intéressant, et j'ai pas fait d'autres types de prospection. C'est ce que j'ai fait, ça a plutôt bien marché pour moi. En plus en freelance, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de contacts parce que il faut quelques clients en fait en freelance. Moi je voulais environ 3-4 annonceurs, et pareil niveau agence, j'avais 2-3 agences. Non, j'avais 2 agences je crois. Donc il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher 1000 clients, même si évidemment la prospection c'est du volume, hein. On va pas se leurrer, il faut tester, il n'y a pas de règles en prospection. Donc voilà ce que j'ai mis en place. Et puis, bon, avant de passer à la dernière partie, donc tout ce que j'ai mis en place pour justement arriver à 7 000 € par mois en 90 jours, en 3 mois, je voulais vous dire aussi que quand je me suis lancé, donc c'était, 100% en tout cas, c'était en janvier 2022. Et donc janvier, février, mars, c'est mars où j'ai commencé à signer mes gros contrats. Le premier gros contrat, c'était du coup une agence qui représentait un peu plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Je crois que c'était 60%. Enfin, peut-être un peu plus. C'était mes débuts. Et c'est pas ce que je vous recommande essayer de faire du 50-50. Et ça, ce qui a fait la différence, avant de passer à la suite, je vous le dis, vis-à-vis de ces agences et aussi des clients, c'est la vitrine, donc ce que je vous ai dit au début, donc la qualité de mon profil LinkedIn et la qualité de mon profil Malte, tout simplement. Et ce qui a fait la différence, c'est également mon pitch deck. J'ai envoyé un pitch deck et ça a fait apparemment bonne figure. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce qui a fait la différence, c'est ce que je vais vous dire. Parce que une fois qu'on a attrapé le prospect, après, il faut le signer en fait. En fait, le job est loin d'être terminé. Il faut ensuite arriver à rassurer le client et à prouver d'une certaine manière qu'on est la meilleure personne possible. Et donc du coup, j'ai mis en place un système de closing, un système d'acquisition. En fait, à partir du premier rendez-vous, j'avais mis un système en place, que j'ai toujours d'ailleurs, pour arriver à signer le client de la meilleure manière possible. Donc, comment ça se construit? Donc premier call R1, call rencontre, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un call qui durait 30 minutes. 30 minutes où l'objectif c'était de poser un maximum de questions pour aller travailler la problématique ou le besoin, pour savoir concrètement de quoi le client a besoin, de quoi le prospect a besoin. Et ensuite, une fois que j'avais posé toutes mes questions, parce que déjà moi j'arrivais en call où je demande à la personne de se présenter, de me dire pourquoi elle est en call avec moi, qu'est-ce qui l'a motivé. D'ailleurs, petite parenthèse, ce qui va grandement vous aider dans votre acquisition client, c'est de cadrer la discussion. Le prospect, il arrive chez vous, donc vous devez le cadrer un minimum. Ça veut pas dire que vous devez être super strict, etc. et tout manager, mais vous devez proposer un cadre. Ça rassure le client, ça le guide et le client se laisse porter. C'est comme si, je sais pas, il y a un plombier qui vient chez vous, quand vous ouvrez la porte, vous n'allez pas lui dire démarre-toi. Vous allez lui indiquer là où il y a le problème, dans la salle de bain ou dans la cuisine. Et en freelance, c'est pareil en fait. Vous devez manager la discussion. Donc d'abord, moi je lui demandais de se présenter, de pitcher son service, de se présenter et de me dire
Qu'est-ce qui l'a motivé à prendre cet appel? C'est la première chose. Et après, je posais plein de questions pour creuser la problématique et le besoin. Je me présentais pas. Dès que c'était fait, ensuite, il y avait une petite partie où je donnais de la valeur. C'est-à-dire que, ok, comparé à ce que tu m'as dit sur ta cible, sur ta problématique, sur tes objectifs, etc., sur tes arguments de vente, moi j'ai remarqué ça comme problème. Regarde, hop, je partageais mon écran, je regarde, tu me dis que tu vends un service qui est immersif, ou qui est ciblé sur cette cible-là. Moi, quand je regarde ton site internet, je le comprends pas, je le vois pas, je le ressens pas, pour telle raison. Il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça. Je donnais de la valeur en fait. Pareil sur les créas. Je dis voilà, les créas, bah là, quand je lis, déjà le texte est trop long. En plus de ça, je comprends pas ce qu'on en retire, parce qu'en fait, votre cible à vous, quand tu arrives sur un site internet ou sur une créa publicitaire, en fait, instinctivement, l'utilisateur se dit qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que j'y gagne si j'achète ce service. Voilà, je donnais pas mal d'infos comme ça. Et ça permettait déjà de montrer au client, sans me présenter ou me vendre, que j'étais qualifié en fait pour la mission. Et qu'en plus de ça, en fait, j'avais compris sa cible, j'ai compris sa problématique et j'ai déjà des réponses. C'est ça qui faisait vraiment la différence. Et ensuite, s'il me restait du temps, je me présentais rapidement. Donc là, je ressortais mon pitch deck, qui est normalement, je l'avais déjà envoyé avant, donc normalement, il avait déjà vu. Et donc en fait, je reparcourais certaines slides pour me présenter, pour présenter mes services. Voilà, c'est si j'avais le temps. Deuxième étape, très importante, une fois que ce premier call est terminé, là, je ne propose rien pour l'instant. Je propose un deuxième rendez-vous où en fait, je propose un audit de sa stratégie publicitaire ou une stratégie. Voilà. Et donc, cet appel a duré environ 45 minutes, où en gros, on reprenait les points qu'on avait vus dans le premier rendez-vous, avec les problématiques, les besoins, etc. Sauf que là, j'analysais soit ses contenus publicitaires, je faisais un audit vraiment très carré qui durait environ 45 minutes, soit je lui présentais une stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble avec de la publicité, qu'est-ce que je te conseille comme ciblage, comme mots-clés, etc. Vous pouvez faire la même chose pour du copywriting, vous pouvez faire la même chose pour de la créa, vous pouvez faire la même chose pour du SEO, bref, vous pouvez faire la même chose pour beaucoup de choses. Et ensuite, à la fin de ce deuxième appel, c'est là où je présentais ma proposition commerciale. Je dis maintenant pour continuer, voilà comment ça se passe. Déjà les prochaines étapes c'est ça, et ça coûte tant pour commencer à bosser ensemble. Et là je présentais le devis de frais de setup, de paramétrage des campagnes, etc. pour lancer la collaboration. Et ensuite mon forfait dont je vous ai parlé tout à l'heure, forfait de gestion de campagne quoi. Et ensuite, très important, c'est qu'ensuite je projette le client vers la suite. C'est-à-dire que je n'attends pas une réponse par rapport au prix. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, si vous attendez une réponse dès que vous annoncez le prix, c'est compliqué de laisser un blanc parce que ça veut dire je suis pas à l'aise avec ce que je te présente, je suis pas à l'aise avec mes prix. Est-ce que ça te va? Non, c'est pas est-ce que ça te va. C'est le prix, c'est une formalité. C'est votre prix et ça se discute pas, tu vois. C'est votre prix, point. Et donc maintenant, comment on fait pour la suite? Votre client, ce qu'il veut, c'est une solution. Évidemment, il peut discuter du prix, c'est normal, ça peut arriver, ça arrive souvent. Mais vous devez être concentré sur la suite. C'est ok, ça coûte tant. Donc pour commencer la collaboration, donc, je vais t'envoyer les devis par mail ou je sais pas comment vous faites. Dès que j'aurai reçu le premier paiement, on pourra commencer la collaboration. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un appel ensemble la semaine prochaine, tel jour, j'ai de la disponibilité. Est-ce que ça vous convient? Comme ça, on lance la collaboration. Voilà, on est tourné vers l'avenir. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir closer tous les clients, c'est normal. Mais avec ce système-là, vous allez maximiser vos chances de signer vos clients. On a fait le tour, les potes. Voilà, donc si je devais résumer, ça commence par votre connaissance marché, connaissance de la cible, donc à quelle problématique vous pouvez répondre, à quels besoins vous pouvez répondre, et puis concrètement, quelles compétences vous pouvez mettre en œuvre pour transformer ça en service derrière, pour répondre à cette problématique-là. C'est vraiment c'est connaissance de votre cible. Ensuite, le deuxième point, c'est la partie offre, avec le positionnement, donc la spécialisation, la clarté de l'offre, comment je transforme mes compétences en un service, et puis la partie facturation. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié un point. Sur la partie offre, pour transformer vos compétences en un service, je vous ai dit comment vous devez maximiser les chances de réussite. Vous devez aussi maximiser le résultat à obtenir. Et vous devez minimiser deux choses. Ça, je l'ai oublié. Je suis désolé. Minimiser le temps côté client. Donc en fait, le temps que le client va passer sur ces tâches-là et aussi le temps d'obtention des résultats. C'est-à-dire que vous devez minimiser ce temps-là, plus vous devez minimiser l'effort côté client. Donc en fait, le client ne doit pas passer une seule heure, peut-être aller 30 minutes par semaine max sur ce que vous faites. Vous devez proposer une solution qu'on appelle clé en main. Vous faites tout, vous vous occupez de tout. C'est ça qui va vous permettre de consolider votre offre et d'avoir un effet un peu waouh. Donc offre, positionnement, clarté de l'offre, transformer vos compétences en un service, la partie facturation, cibler les annonceurs et les agences. Ensuite, le système d'acquisition, consolider votre vitrine, faites une belle vitrine. Pitch deck, Malte, LinkedIn. Ensuite, maximiser aussi le réseau et le bouche à oreille pour ensuite faire de la prospection, comme je vous l'ai dit, sur LinkedIn, par mail par exemple, avec de la vidéo loom, en tout cas c'est ce que j'ai mis en place, et du setting, de la discussion sur LinkedIn pour faire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et après, il y a donc le système de closing, le système d'acquisition client en fait. Voilà. Et donc, tout ça m'a permis d'obtenir les résultats que je vous ai annoncés. Donc en 3 mois, je suis passé j'étais à 1500 euros, je crois, ou 2000 euros, quelque chose comme ça, qui est déjà pas dégueu. Et après, je suis arrivé à 7000 euros par mois 3 mois plus tard, quoi. Et ce qui a le plus marché, c'est donc la vitrine, le réseau / bouche à oreille. Ça, c'est les deux éléments. Le système aussi de closing, le système d'acquisition que je viens de vous décrire. Ça marchait super bien. Là, j'avais, je pense, 70% de taux de closing quand même. Et puis après, il y avait la partie prospection en 4e position qui a bien fonctionné. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il sera utile
pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Instagram ou ailleurs. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis, une note, à vous abonner sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Et puis d'ici là, on se retrouve à très bientôt pour de prochains épisodes. Ciao!